Je vais maintenant vous montrer comment utiliser un timer pour simuler le déroulement du temps au cours d'une interface graphique. Ça sert en particulier à faire des animations, puisque animation signifie que les choses doivent changer dans le temps et par conséquent, il faut quelque chose qui montre le déroulement du temps. C'est le rôle du timer. Un timer, c'est un contrôle qui est simplement appelé de façon, enfin qui appelle de façon périodique une fonction callback, la fonction callback timer, la sienne, de façon à ce qu'on puisse faire évoluer l'affichage à chaque appel de la fonction callback. On utilise donc un nouveau paramètre, un nouveau contrôle, qui est le contrôle timer, qui est ici. Donc clic droit, timer. Ce contrôle est très simple à paramétrer. Il consiste principalement en une fonction callback, donc la fonction timer. Là, je vais l'appeler timer dessin. Et comme c'est une fonction qui est appelée de façon périodique à chaque fois que le timer exécute ce qu'on appelle un tick, il faut préciser la période. Donc, par exemple, ici, on va mettre 0,5 secondes. Une seconde, c'est un peu lent. Par défaut, vous constatez que le timer est activé, c'est-à-dire qu'il se lance en même temps que votre programme. Le nom n'est pas très important, sauf s'il y a plusieurs timers. Et voici notre interface graphique modifiée. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Par contre, il ne faut pas oublier maintenant que en introduisant ce timer, on a introduit une nouvelle fonction callback, la fameuse troisième fonction callback. Et donc, par conséquent, il faut demander à CVI de le générer. Donc, code, generate, ce n'est pas la peine de faire all code, on risque d'écraser des choses. On va juste lui demander de compléter les contrôles callback. Alors, ça ne se voit pas beaucoup, mais en réalité, si vous allez voir dans le code, il a fait apparaître une nouvelle fonction callback, la fonction justement timer dessin, qui va être associé à un événement timer tick, qui est l'événement qui va se déclencher toutes les 0,5 secondes. Donc nous allons maintenant rajouter ici les lignes qui doivent être exécutées à chaque fois que le timer se déclenche. Donc c'est principalement la ligne de Canva Draw. Alors, petite remarque au passage, ici nous avons le choix du stylo, des couleurs de remplissage et de contour, et ces couleurs de remplissage et de contour sont actuellement dans la fonction démarrer. Ça signifie que tant que je n'ai pas appuyé sur démarrer, j'ai le stylo par défaut, qui je vous rappelle est noir, et gris pour l'intérieur. Donc si je déplace ces lignes-là, ce dessin de l'ovale à cet endroit-là, je me retrouve avec mon dessin qui n'est plus dans démarrer, mais qui est dans cette fonction périodique. Si je dessine de façon périodique toujours le même dessin, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, il faut absolument que je modifie la forme de ce que j'affiche, sinon il n'y a rien qui va bouger à l'écran. Donc, c'est le rôle de makeRect. Donc, il faut que je change quelque chose. Si je change avec makeRect les coordonnées top et left du point haut à gauche, je vais obtenir une translation. Si je change la hauteur et la largeur, je vais obtenir un effet de dilatation de mon ovale et c'est beaucoup plus joli à voir sur l'écran. Donc je vous propose de garder top et left à leur place et de modifier la hauteur à l'aide d'une variable h et la largeur à l'aide d'une variable L. J'insère et je remplace. Alors évidemment, H et L, il faut qu'elles existent et il faut qu'elles évoluent. Donc pour exister, c'est là-haut et pour évoluer, ça se place ici. Si je décide de faire un effet d'augmentation, on peut aussi faire un effet de diminution, mais je fais ici l'effet d'augmentation. Donc si je prends la valeur précédente de H et que je la multiplie ou je lui ajoute quelque chose, si je la multiplie par 1,1, je vais me retrouver avec un cercle qui va grossir. Et je fais la même chose pour elle. Bon, ça peut être la même forme ou un autre facteur, hein, 1,2 pour la largeur. Donc je change la forme de l'ovale, je ne change pas juste sa taille, je change également sa forme. Ces variables H et L doivent exister, ce sont forcément des entiers puisqu'on est en train de parler de dimensions en pixels. Et les dimensions en pixels, c'est forcément des entiers. Donc il faut que L et H aient une valeur initiale. Donc je propose de mettre 50 pixels pour l'un, vous vérifierez ce que ça donne, et pour l'autre, on va mettre 60 pixels pour changer.
pour avoir un ovale, voilà, et pas un rond. Si je garde ça dans l'état, je vais avoir une mauvaise surprise, celle de constater que rien ne bouge. Et rien ne bouge parce que les variables h et l vont être détruites et recréées à chaque nouvel appel. Et si elles sont recréées avec la même valeur. Donc pour éviter ça, il faut que h et l soient des variables permanentes. Et pour les rendre permanentes, on rajoute le mot-clé statique. Donc ça, c'est un très très gros piège des fonctions callback. Dans les fonctions callback, les variables statiques servent très souvent. Dès qu'une variable est utilisée en s'appuyant sur sa valeur précédente, il faut absolument penser à les rendre permanentes. Donc ça, c'est un grand classique des fonctions callback. Il existe des variables statiques, permanentes, et des variables qui servent en fait de variables de stockage de résultats et qui par conséquent, elles n'ont pas forcément besoin d'être permanentes. Je vais maintenant voir ce que ça donne au niveau de l'exécution. Et je vais avoir, je vous préviens tout de suite, une mauvaise surprise.